Chapitre 1. L'appel. Brad Harding avait construit sa vie sur la certitude. À 42 ans, il avait transformé un cabinet d'architecture en faillite en l'une des maisons de design les plus respectées de Denver. Il résolvait les problèmes avec des plans et des calculs, pas avec des émotions. C'est pourquoi l'appel téléphonique à 2h17 du matin l'avait frappé comme une boule de démolition. Monsieur Harding. La voix de la femme était professionnelle, mais tendue. Ici, la sécurité de l'aéroport international de Denver. Nous avons une situation. Brad s'assit, sa femme Emilia remuant à côté de lui. Quelle sorte de situation? Votre fille a atterri il y a 6 heures. Vol 247 en provenance de Sacramento. Personne n'est venu la chercher. Elle attend dans le terminal. Et elle est, elle est bouleversée. Monsieur, la mâchoire de Brad se serra. Je n'ai pas de fille. Il y eut une pause. Quand la femme reprit la parole, sa voix baissa. Monsieur, elle a des documents. Certificat de naissance. Photos. Dossier scolaire. Elle a 17 ans. S'il vous plaît, venez. C'est compliqué. Brad regarda l'écran de son téléphone. Bureau de la sécurité de l'aéroport international de Denver. Légitime. Il jeta un coup d'œil à Emilia, ses cheveux blonds miel étalés sur l'oreiller, les yeux encore fermés. 20 ans de mariage. Une fausse couche au début. Puis l'acceptation que les enfants n'étaient pas dans leur carte. Il s'était fait à l'idée. J'arrive dans 40 minutes. Il s'habilla dans le noir. Jean. Pull noir. Veste en cuir. La respiration d'Emilia ne changea jamais. Pour une raison quelconque, Brad ne la réveilla pas. Un instinct, peut-être, quelque chose dans la voix de cet agent de sécurité. La route à travers les rues vides de Denver lui donna le temps de réfléchir. Une arnaque. Évidemment. Quelqu'un avait trouvé ces informations en ligne. Inventé une fille, essayait d'extorquer de l'argent. Il avait géré pire l'année dernière. Un entrepreneur avait essayé de le faire chanter pour des matériaux prétendument défectueux. Brad l'avait enterré sous des preuves et une contre-poursuite. Ce serait similaire. Les lumières fluorescentes de l'aéroport lui firent mal aux yeux. Il trouva un bureau de sécurité caché derrière la récupération des bagages, montra sa carte d'identité et suivit un agent nommé Patterson à travers un labyrinthe de couloirs. « Elle est dans la salle d'attente 3, » dit Patterson. Elle a coopéré, surtout effrayée, elle nous a montré tout. Certificat de naissance indiquant qu'elle est née à Sacramento, en août 2008. Le nom de la mère est Shelly Mahoney, le nom du père. Il s'arrêta. Bradley Harding. Brad arrêta de marcher. C'est impossible. Je ne suis jamais allé à Sacramento. Jamais rencontré quelqu'un nommé Shelly Mahoney. Patterson ouvrit une porte. Peut-être pouvez-vous lui expliquer cela. La fille était assise sur une chaise en plastique, serrant un sac à dos couvert de patchs de groupe. Cheveux bouclés noirs, peau olive, yeux bruns défiants qui rappelèrent à Brad, de manière inconfortable, quelqu'un. Elle portait un jean déchiré et une chemise en flanelle surdimensionnée. 17 ans, avait dit l'agent, mais elle paraissait plus jeune sous l'éclairage dur. Quand elle vit Brad, son expression s'effondra. « Papa !» Brad leva une main. « Je ne suis pas ton père. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit, mais maman a dit que tu le nierais. Valeria !» Le nom sur son étiquette d'aéroport. Elle sortit des papiers de son sac à dos avec des mains tremblantes. « Elle a dit que tu as disparu avant ma naissance. Que tu étais marié et ne voulais pas de complications. » Le certificat de naissance paraissait officiel. Brad le parcourut rapidement. Père, Bradley Michael Harding. Mère, Shelly Mahoney. Date de naissance, 14 août 2008. Son estomac se noua, août 2008. Lui et Amelia traversaient une période difficile. Elle voyageait fréquemment pour son entreprise de design d'intérieur. Il travaillait 70 heures par semaine. Mais Sacramento, jamais. Qui t'a envoyé ici? Demanda Brad. Maman est morte il y a 3 semaines. La voix de Valeria se brisa. Cancer. J'ai séjourné chez son amie, mais elle ne peut pas me garder. Les derniers mots de maman étaient de te trouver. Elle m'a donné ton nom. Tavili. Tout. Patterson toussa. Il y a plus. Monsieur Harding. Des photos. Valeria les étala sur la table. Le souffle de Brad se coupa. Il était là. Plus jeune, plus mince, debout devant ce qui ressemblait à un hôtel de Sacramento. À côté de lui, une femme avec les mêmes boucles noires et peau olive que Valeria. Son bras autour de sa taille. Il riait, sauf que Brad n'était jamais allé à Sacramento, jamais rencontré cette femme, jamais pris cette photo. C'est faux, dit-il platement. Photoshopie, maman les a gardés dans une boîte toute ma vie, murmura Valeria.
Elle me racontait des histoires. Comment vous vous êtes rencontrés à une conférence? Comment t'es venu à Sacramento 3 fois? Comment tu as promis de quitter ta femme, mais ne l'as jamais fait? L'esprit de Brad s'emballa. Conférence. Amelia avait assisté à plusieurs conférences de design en 2007-2008. Sacramento était un lieu courant, mais pourquoi quelqu'un créerait-il un mensonge élaboré 17 ans plus tard? À moins que... J'ai besoin de passer un appel, dit Brad. Patterson, puis-je vous parler dehors? Dans le couloir. Brad baissa la voix. C'est un piège. Quelqu'un essaye d'extorquer de l'argent ou de détruire ma réputation. Cette fille croit peut-être l'histoire, mais ces documents sont fabriqués. Patterson hocha lentement la tête. Je vous crois, mais Monsieur Harding, Alice mineurs sont nulle part où aller. Les services de protection de l'enfance interviennent demain matin. Si elle ment, nous le découvrirons. Si elle laisse le manipuler, il s'interrompit. Pouvez-vous la garder ici pour la nuit? J'ai besoin de vérifier certaines choses. Nous pouvons vous donner jusqu'à 8 heures. Après cela, elle entre dans le système à moins que vous ne preniez la responsabilité ou que nous trouvions une autre famille. Brad revint dans la salle d'attente. Valeria leva les yeux avec espoir. « Je vais t'aider, » dit Brad avec prudence. « Mais j'ai besoin que tu comprennes. Je ne suis pas ton père. Quelqu'un t'a menti ou a menti à ta mère. Nous allons découvrir qui et pourquoi. Tu ressembles exactement aux photos, » dit Valeria doucement. « Les photos peuvent être manipulées. Maman ne me mentirait pas. Peut-être que ta mère a été trompée aussi. » Brad prit des photos de tous les documents avec son téléphone, promit de revenir le matin et rentra chez lui alors que l'aube se levait sur les Rocheuses. Son esprit bouillonnait de possibilités. Une arnaque, ça devait l'être, mais qui connaissait assez sa vie pour fabriquer cela, qui avait accès à des photos de lui datant de 17 ans. Il entra chez lui à 6h42 du matin. Emilia préparait du café, déjà habillée dans son style élégant habituel, blouse en soie crème, pantalon noir sur mesure. Elle sourit en le voyant. Réunion matinale. Quelque chose comme ça. Brad posa ses clés sur le comptoir. « Miss, te souviens-tu de ces conférences à Sacramento? 2007, 2008. » Sa main s'arrêta sur la cafetière. Juste un instant. « Lesquelles? » »« Les Design Expo. »« Tu y es allé plusieurs fois? »« Oh, celle-là. » Elle versa son café. « Oui. » Ennuyeuse à mourir. « Pourquoi? » Juste en train d'essayer de me rappeler un client de l'époque. Brad sirota le café, observant son visage. Emilia avait toujours été douée pour garder des secrets. Faites surprise. Accords commerciaux, ses sentiments. Mais ce matin, quelque chose scintilla dans ses yeux. Quelque chose qui ressemblait à de la peur. Chapitre 2. Fissure dans les fondations. Brad n'alla pas à son bureau. Au lieu de cela, il se rendit dans un dîner ouvert 24 heures sur Colfax et appela Hoyt Thomas, son plus vieil ami de l'université. Hoyt était devenu avocat pénaliste, connu pour ses tactiques agressives et sa discrétion totale. « Tu payes le petit déjeuner », dit Hoyt 40 minutes plus tard, en se glissant dans la banquette. Il était une montagne d'hommes. One. Nouveau Citroën, avec un physique de linebacker qu'il maintenait malgré ses 43 ans. Ça a intérêt à être bon. J'avais une assistante juridique dans mon lit. Brad fit glisser son téléphone sur la table, montrant les photos des documents. Quelqu'un prétend que j'ai engendré un enfant, il y a 17 ans. La fille s'est présentée à l'aéroport hier soir avec une histoire complète. Hoyt fit défiler les images. Son expression se durcissant, le certificat de naissance paraît officiel. Les photos sont de bonne qualité. Qui est la mère? Morte. Apparemment, une femme nommée Shelley Mahoney. Je n'ai jamais entendu parler d'elle. Shelley Mahoney. Hoyt sortit son propre téléphone. Doigt de volant. Donne-moi une minute. Pendant que Hoyt cherchait, Brad fixait ses yeux froids. Le problème n'était pas seulement une fausse allégation. C'était la réaction d'Amelia ce matin. Cette petite hésitation. 20 ans de mariage. Et il connaissait ses signes. Trouver quelque chose? Murmura Hoyt. Shelley Mahoney, morte il y a 3 semaines à Sacramento, âge 43 ans, graphiste. Avant cela, il leva les yeux. Elle travaillait pour Bennett & Simmons Design Group. Le sang de Brad se glaça. C'est là où Amelia travaillait avant notre mariage. Elles se sont chevauchées pendant 6 mois, en 2007. Hoyt posa son téléphone. « Brad, je vais te poser une question. Et j'ai besoin d'une réponse franche. Y a-t-il une possibilité? » « Non, je n'ai jamais trompé Amelia. Jamais même approché. Alors quelqu'un joue un long jeu. Hoyt s'adossa. La question est, quel est le but final? Fraude à la paternité, chantage, revendication d'héritage, ou détruire mon mariage? Dit Brad doucement.
Les yeux de Hoyt se plissèrent. « Tu penses qu'Amelia est impliquée? Je pense qu'elle sait quelque chose qu'elle ne me dit pas. » Ils passèrent l'heure suivante à planifier. Hoyt engagerait un détective privé, quelqu'un de discret et minutieux. Brad ferait un test ADN. Bien qu'ils sachent tous deux qu'il serait négatif, le plus important, Brad agirait normalement. Si c'était un piège, il ne le déclencherait pas en paniquant. À 8 heures, Brad revint à l'aéroport. Valeria était assise sur la même chaise, paraissant épuisée. Patterson remplissait des papiers. « Les services de protection de l'enfance sont en route », dit Patterson. « À moins que vous ne preniez la responsabilité. » Brad s'accroupit devant Valeria. « Je vais te sortir d'ici. Nous allons faire un test ADN. C'est non négociable. Mais jusqu'à ce qu'on règle ça, tu n'iras pas en famille d'accueil. Tu me ramènes à la maison. » Les yeux de Valeria s'écarquillèrent. « Dans un hôtel. Ma femme n'est pas encore au courant. J'ai besoin de gérer ça avec prudence. » Hoyt ici. Brad fit un geste vers son ami. « Nous resterons avec toi. C'est un avocat. Et nous nous assurerons que tu es en sécurité. Je peux me protéger moi-même, » dit Valeria avec une fausse bravade. « J'en suis sûr, mais ne rendons pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. » Ils installèrent Valeria dans un Hampton Inn près de l'aéroport. Hoyt commanda le service en chambre pendant que Brad passait des appels. D'abord, à son bureau, il serait absent toute la journée. Ensuite, au docteur Andreas Müller, un généticien avec qui il avait travaillé sur un projet d'hôpital de recherche. « J'ai besoin d'un test de paternité, » dit Breed. Rapide, précis et totalement confidentiel, Andreas accepta de les rencontrer à son laboratoire. 2 heures plus tard, c'était fait. Écouvillon de joues de Brad et Valeria. Traitement urgent pour 48 heures. La fille croit l'histoire, dit Andreas en privé, mais ces photos me dérangent. L'éclairage est mauvais. Les proportions sont fausses. Quelqu'un avec de bonnes compétences en Photoshop pourrait les créer, mais ils auraient si besoin de photos originales de toi de cette époque. Ma femme a des boîtes de vieilles photos, dit Brad. D'avant le numérique. L'expression d'Andreas devint grave. Brad, tu dois te préparer. Si ta femme fait partie de ça, alors je m'en occuperai. Brad revint à l'hôtel. Valeria regardait la télé, mangeant un burger. Elle paraissait si jeune, si perdue. Pendant un moment, Brad ressentit une réelle sympathie. Quoi qu'il se passe, cette fille était une victime. « Parle-moi de ta mère, » dit-il. S'asseyant en face d'elle, le visage de Valeria s'adoucit. Elle était incroyable. Tu sais, m'a élevée seule. Jamais plainte. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais elle s'assurait que j'ai tout. Fourniture d'art, leçons de musique, livres. Elle s'arrêta. Elle est tombée malade l'année dernière. Cancer du sein. Elle s'est battue dur. Mais je suis désolé. Elle ne m'a parlé de toi que quelques mois auparavant. Dit qu'elle avait essayé de te trouver après ma naissance. Mais que tu avais déménagé, changé de travail. Elle ne voulait pas gâcher ta vie. La voix de Valeria se durcit. Je suppose qu'elle se trompait sur le fait que tu veuilles savoir. Valeria, je n'ai vraiment jamais rencontré ta mère. Mais quelqu'un voulait que tu penses que si quelqu'un a fait un grand effort pour créer ce mensonge, pourquoi quelqu'un ferait-il ça? C'est ce que je vais découvrir. Brad rentra chez lui à 17h, épuisé et tendu. Emilia était dans la cuisine, préparant son fameux ossobuco. La maison sentait les herbes et le vin. Elle fredonnait en cuisinant, une image parfaite de bonheur domestique. « Tu as l'air terrible, » dit-elle, embrassant sa joue. « Journée difficile, on peut dire ça. » Brad se versa un scotch. « Et ça, j'ai besoin de te demander quelque chose. Et j'ai besoin que tu sois honnête. » Son couteau s'immobilisa sur la planche à découper. « Bien sûr. Connaissais-tu une Shelley Mahoney? Elle travaillait chez Barrett Simmons quand tu y étais. » Le visage d'Emilia pâlit, vraiment pâlit, sa composure habituelle se fissurant. « Pourquoi demandes-tu à son sujet? Donc tu la connaissais? » Nous avons travaillé ensemble brièvement. « Brad, de quoi s'agit-il? Elle est morte il y a 3 semaines. Mais avant cela, elle a dit à sa fille que j'étais le père. La fille s'est présentée à l'aéroport international de Denver hier soir, avec un certificat de naissance et des photos. » Brad observa sa femme attentivement. Des photos de moi et Shelley ensemble. Des photos que je n'ai jamais prises. Emilia posa le couteau, ses mains tremblaient. Quand elle regarda Brad, des larmes emplirent ses yeux. « Oh, mon Dieu, il l'a vraiment fait. » « Qui a fait quoi? » « Giovanni. » Le nom sortit comme un murmure. Giovanni Elliott. Chapitre 3. Le jeu du serpent. La main de Brad se serra sur son verre. « Qui diable est Giovanni Elliott? »
Emilia s'effondra dans une chaise. Sa composure parfaite brisée, c'était le petit ami de Shelley en 2016-2008. Je ne le connaissais pas bien, mais Shelley était obsédée par lui. Il était, elle chercha ses mots, charismatique, manipulateur. Il gérait une sorte de schéma d'investissement, a convaincu la moitié du bureau de lui donner de l'argent. Quand ça s'est effondré, il a disparu. Qu'a-t-il à voir avec moi? Ces conférences à Sacramento, j'y suis allé, Shelley aussi, et Giovanni aussi. Il était toujours là, à réseauter, à cajoler. Brad, je jure que je ne t'ai jamais trompé. Mais sa voix se brisa. Giovanni et moi avons eu une aventure juste une fois. Une terrible erreur ivre pendant notre période difficile. Brad se sentit comme s'il avait été frappé. Tu as couché avec lui? Ça n'a rien signifié. J'étais en colère contre toi pour travailler tant, buvant trop au bar de l'hôtel, et il était là. C'était une nuit, Brad, une nuit que j'ai regrettée pendant 17 ans. Bon sang, Amelia, je suis tombée enceinte. Les mots planèrent dans l'air comme de la fumée. Je l'ai découvert 2 semaines plus tard. J'étais terrifié. Je ne savais pas si c'était le tien ou le sien. J'ai prié pour que ce soit le tien, et quand nous avons perdu le bébé, elle couvrit son visage. J'étais dévasté, mais aussi soulagé, parce que si c'était celui de Giovanni, j'aurais dû te dire tout. Brad se leva, faisant les 100 pas. Son monde se fracturait. Tu m'as menti pendant 17 ans. Je n'ai pas menti. Je ne t'ai juste pas parlé d'une horrible erreur. C'est la définition du mensonge. Brad se tourna vers elle. Mais ça n'explique toujours pas pourquoi une fille prétend être ma fille. Amelia essuya ses larmes. Après que Giovanni a disparu, Shelley est tombée enceinte aussi. Elle insistait que c'était le sien. Elle a essayé de le trouver, mais il avait complètement disparu. Quitte l'État, changé de nom. Probablement, Shelley a élevé le bébé seule. Elle s'arrêtait. Ce bébé doit être Valeria? Alors pourquoi Valeria pense-t-elle que je suis son père? Parce que Giovanni est un monstre. La voix d'Amelia devint amère. Il a dû découvrir que Shelley était en train de mourir. Vu une opportunité, tu es réussi maintenant. Brad, ton cabinet vaut des millions. S'il pouvait convaincre Valeria que tu es son père, peut-être extorquer de l'argent, poursuivre pour pension alimentaire en retard, te traîner en justice, elle s'interrompit. Il est assez maléfique pour orchestrer cela. L'esprit de Brad tourbillonna. Ce n'était pas seulement pour l'argent, c'était de la vengeance, de la manipulation, un long jeu joué par quelqu'un de patient et cruel. Giovanni Elliott avait couché avec la femme de Brad, puis 17 ans plus tard, décidait de détruire sa vie. Où est Giovanni maintenant? Je ne sais pas. Je n'ai pas pensé à lui depuis des années. Brad sortit son téléphone, appela Hoyt. J'ai besoin de tout sur Giovanni Elliott. Historique professionnel, addresses, alias, tout. C'est lui la clé. Pendant que Brad passait des appels, Amelia resta immobile, sa vie parfaite s'effondrant. Une partie de Brad voulait la consoler. Une autre partie voulait sortir par la porte. Mais il ne pouvait pas encore, parce que Giovanni Elliott avait rendu cela personnel. À minuit, Hoyt rappela. Je l'ai trouvé via Boulder sous le nom de Gio Ellison. Gère une firme de conseil qui est basiquement un schéma MLM. Marié, 2 enfants, belle maison en banlieue, dossier propre. Mais j'ai creusé plus profond. 3 femmes en Californie ont déposé des ordonnances de restriction contre lui en 2010. Toutes abandonnées quand il les a payées. Adressées. Brad, qu'est-ce que tu prévois? De la recherche. Le lendemain matin, Brad dit à Amelia qu'il avait des visites de site. Au lieu de cela, il se rendit à Boulder avec Hoyt. La maison de Giovanni était un Mac Mansion moderne. Tout en verre et prétention, une BMW argentée était garée dans l'allée. C'est lui, dit Hoyt, montrant à Brad une photo sur son téléphone. Giovanni Elliott était beau d'une manière lisse. Cheveux noirs, costume coûteux, dents trop blanches. Il chargeait des clubs de golf dans sa BMW. Brad sortit de la voiture. « Brad » commença Hoyt. « Reste ici. » Brad traversa la rue. Son cœur froid et stable. Giovanni leva les yeux. Confus, puis la reconnaissance se fit. Il sourit. Vraiment sourit. Bradley Harding. « J'ai entendu que tu pourrais venir. Tu m'attendais. Amelia a toujours été une terrible menteuse. J'ai pensé qu'elle craquerait. » Giovanni s'appuya contre sa voiture. « Voici comment ça fonctionne. Tu me paies 720 000 €. Je fais disparaître Valeria. Elle retourne à Sacramento, oublie qu'elle t'a jamais rencontré. Tout le monde gagne, sauf que Valeria est ta fille. Pas la mienne. » Giovanni rit. « Prouve-le. Oh, attends. Tu ne peux pas.
parce que j'ai 17 ans de documents, photos, témoins. Tu as quoi? Ta parole. Il s'approcha. Ta femme t'a trompé avec moi. Ta réputation chic est détruite. Tes clients découvrent. Ton mariage finit. Ou tu fais un chèque et tout disparaît. Brad resta parfaitement immobile. Tu as photoshopé ces photos? Peut-être. Ou peut-être que tu as vraiment rencontré Shelley et oublié. De toute façon, ça n'importe pas. Ce qui importe, c'est ce que les gens croient. Le sourire de Giovanni s'élargit. Je suis bon pour faire croire des choses aux gens. Brad, je l'ai toujours été. Pourquoi maintenant? Pourquoi attendre 17 ans? Parce que Shelley était utile. Elle m'aimait, ferait tout ce que je demandais. Élever Valeria la gardait occupée, la gardait silencieuse sur notre petit arrangement. Mais maintenant elle est morte. La gamine a besoin d'argent. Et toi? Giovanni fit un geste vers la voiture de Brad. Ses vêtements. Tu es riche. C'est le timing parfait. Shelley savait que tu me piégeais. Shelley savait ce que je lui disais de savoir, que tu étais un père absent, que j'essayais de l'aider à te trouver, que nous obtiendrions de l'argent ensemble. Giovanni haussa les épaules. Elle y croyait parce qu'elle voulait... Les gens sont faciles comme ça. Brad sentit de la glace dans ses veines. Cet homme avait manipulé une femme mourante, sa fille, et essayait de détruire la vie de Brad pour de l'argent. Et il en était fier. « Das Sensloitio » répéta Giovanni. « Tu as 48 heures. Après ça, je vais à la presse. Architecte réussi abandonne sa fille adolescente à l'aéroport. Peux-tu imaginer les titres ?» Brad sourit. Ce n'était pas un sourire agréable. J'y penserai. Il revint à la voiture de Hoyt. Monta et dit doucement. Nous allons le détruire. Brad, pas légalement, pas rapidement. Je vais déchirer tout ce qu'il a construit, tous ceux qu'il a manipulés, tous les mensonges qu'il a dit. Et quand j'aurai fini, Giovanni Elliott souhaitera n'avoir jamais entendu mon nom. Hoyt fixa son ami. Il connaissait Brad depuis 25 ans, l'avait vu en colère, l'avait vu froid. Mais ça, c'était différent. C'était une fureur calculée. De quoi as-tu besoin? Un détective privé, le meilleur que tu connais. Quelqu'un qui peut fouiller dans la vie de Giovanni. Finances, relations, crimes, tout. Et ça doit être fait discrètement. Hoyt hocha la tête. Je connais quelqu'un, Carmine Winters. Retraité du FBI, il est cher. Je m'en fiche du coup. Cet après-midi, Brad rencontra Carmine Winters dans un café à Denver. Carmine avait 60 ans, cheveux gris, avec des yeux bleus perçants qui ne rataient rien. Brad exposa tout. L'appel de l'aéroport, Valeria, le schéma de Giovanni, l'ultimatum. Tu veux la vengeance? Dit Carmine simplement. Je veux la justice. Même chose, vocabulaire différent. Carmine s'adossa. Voici ce dont j'ai besoin. Accès à tes dossiers financiers. Ceux de ta femme. Tout ce que Giovanni pourrait utiliser contre toi, je trouverai ses vulnérabilités, ses victices, ses secrets. Mais Brad, ça prend du temps. Semaines. Peut-être mois. Il m'a donné 48 heures. Alors nous le faisons patienter. Fais-lui croire que tu considères le paiement. Fais-le traîner pendant que je travaille. Carmine sortit un contrat. Mes honoraires sont 43 000 € plus frais. Tu auras des rapports hebdomadaires. Tout ce que je trouve est recevable en cours. Mais il s'arrêta. Si tu veux l'utiliser d'autre façon. Brad signa sans hésitation. Les résultats du test ADN arrivèrent 36 heures plus tard. Andrea s'appela Brad personnellement. Pas de correspondance génétique? Tu n'es définitivement pas le père de Valeria? Je l'ai fait 2 fois pour être sûr. Brad se sentit justifié, mais pas surpris. Il se rendit à l'hôtel où Valeria séjournait avec Hoyt. Elle faisait ses devoirs, paraissant plus détendue que quand ils s'étaient rencontrés. « Nous avons les résultats ADN, » dit Brad doucement. « Je ne suis pas ton père. » Le visage de Valeria s'effondra. « Mais les photos, le certificat de naissance. » Maman a dit « Ta mère avait été trompée par un homme nommé Giovanni Elliott. » Brad s'assit en face d'elle. « C'est ton vrai père. Il a utilisé ta mère, l'a manipulée pour croire que j'étais responsable. Et maintenant, il essaye de m'extorquer de l'argent. C'est impossible. Maman ne ferait pas. Ta mère t'aimait. Elle a fait ce qu'elle pensait être juste. Mais Giovanni est un escroc. Valeria. Et tu es sa dernière victime? » La main de la fille trembla. « Où est-il? » À Boulder. Et nous allons nous assurer qu'il fasse face aux conséquences. Mais j'ai besoin de ton aide. Valeria leva les yeux, des larmes coulant sur son visage. Mais quelque chose de féroce scintilla dans ses yeux. Qu'est-ce que je dois faire? Chapitre 4. La toile de l'araignée. Brad passa la semaine suivante à vivre une double vie. À la maison, lui et Amelia étaient froidement polis.
Elle avait déménagé dans la chambre d'amis et il ne parlait que de logistique. À son bureau, il maintenait son comportement professionnel habituel, mais en dessous, il construisait son dossier contre Giovanni Elliott. Carmine Winters prouva qu'il valait chaque centime. En 5 jours, il avait découvert un sillage de destruction s'étendant sur 15 ans. La firme de conseil de Giovanni était un schéma pyramidal qui avait coûté aux investisseurs plus de 2 580 000 lots. Son mariage était une imposture. Sa femme, Kelly Hudson, était en fait sa partenaire d'affaires, l'aidant à identifier et à préparer les victimes. Les 2 enfants étaient les siens d'une relation précédente, utilisés comme accessoires pour paraître respectables. Il l'a fait avant, expliqua Carmine, étalant des dossiers sur la table à manger de Brad. Au moins 4 fois, trouve une femme vulnérable, la met enceinte ou la convainc qu'il est la réponse à ses problèmes, puis disparaît quand les choses se compliquent. Shelly Mahoney n'était pas sa première victime. Elle était juste la plus utile. Brad étudia les dossiers, nombre de femmes, photos, déclarations. Alison Robertson à Phoenix. Giovanni l'avait convaincu d'investir son héritage dans une start-up tech révolutionnaire. Ça a disparu avec son argent. Frankie Trujillo à San Diego. Il s'était fait passer pour un veuf. L'avait demandé en mariage, puis vidé son compte bancaire avant le mariage. Benita Rubio à Portland. Histoire similaire. Mais elle avait riposté, essayé de porter plainte. Giovanni l'avait menacée jusqu'à ce qu'elle abandonne. Ces femmes ont besoin de savoir qu'il est tenu responsable, dit Brad. Certaines pourraient témoigner, d'autres sont trop effrayées ou honteuses. Carmine sortit un autre dossier. Mais voici votre preuve irréfutable. Giovanni mène des arnaques à la paternité depuis 8 ans, trouve des femmes avec des enfants, les convainc que le père est quelqu'un de riche, les aide à construire un dossier, puis extorque de l'argent. Il l'a fait à Seattle il y a 2 ans, a pris un PDG tech pour 430 000 € avant que le gars ne réalise que les tests ADN étaient falsifiés. Combien d'autres? Au moins 6 que je peux prouver. Probablement plus. La mâchoire de Brad se serra. Pouvons-nous impliquer le FBI? Peut-être. Mais les cas de fraude prennent des années. Et Giovanni est bon pour couvrir ses traces. Utilise des sociétés écrans. Faux nom. Intimidation. Carmine se pencha en avant. Tu veux l'arrêter? Tu dois penser en dehors de la loi. J'écoute. Le pouvoir de Giovanni vient des secrets et de la peur. Il sait que les gens ne riposteront pas parce qu'il exposera leur honte. Mais si tu inverses ça, l'exposes en premier, le fais passer pour le méchant. Tu lui enlèves son levier. Brad hocha lentement la tête. Tu as un plan. J'ai un point de départ. Mais tu auras besoin d'aide. De vraie aide. Pas juste moi et ton ami avocat. Ce soir-là, Brad se rendit à l'hôtel et trouva Valeria en train de dessiner dans un cahier. Hoyt était assis près, lisant des mémoires légaux. J'ai besoin de te demander quelque chose de difficile, dit Brad à Valeria. Ta mère gardait des journaux, des lettres, tout ce qui mentionnait Giovanni. Valeria se mordit la lèvre. Elle avait des boîtes. Tout est encore chez l'amie de maman à Sacramento. Madame Alba Matthews, c'était la propriétaire de maman. Peux-tu l'appeler? Lui demander d'envoyer les boîtes par courrier express. Pourquoi? Parce que l'histoire de ta mère pourrait aider d'autres femmes. Giovanni a blessé beaucoup de gens. Valeria. Si nous pouvons prouver son pattern de manipulation, nous pouvons l'arrêter. Les yeux de Valeria se durcirent. Bien, je veux qu'il souffre. Les boîtes arrivèrent 3 jours plus tard. Brad, Hoyt et Valeria passèrent une journée entière à trier la vie de Shelly Mahoney. Lettres de Giovanni, douce au début, puis contrôlante. Photos de lui avec Shelly, toujours dans des endroits coûteux, reçus pour des investissements qu'il l'avait convaincu de faire. Dans un journal, déchirant dans son honnêteté, Giovanni dit que Brad reconnaîtra Valeria quand le moment sera venu. Avait écrit Shelly en 2010. Il m'aide à construire le dossier. Il a été si soutenant, même si ça lui fait mal de savoir que j'étais avec Brian. Une autre entrée de 2015. Giovanni dit que nous avons besoin de plus de preuves. Il a trouvé de vieilles photos de Brad, m'a aidé à organiser tout. Il est mon rocher. Et de 2020, Giovanni promet que quand Valeria sera plus grande, nous obtiendrons enfin ce que nous méritons. Il est patient, contrairement à Brad. C'est un bonhomme. Valeria lut les mots de sa mère avec des larmes coulant sur son visage. Elle y croyait vraiment. Elle pensait que Brad nous avait abandonnés et que Giovanni aidait. C'est un sociopathe, dit Hoyt doucement. Il s'est fait le héros de l'histoire de ta mère tout en installant Brad comme le méchant. Brad toucha l'épaule de Valeria. Ta mère t'aimait. C'est ce qui compte.
Giovanni a utilisé cet amour, l'a tordu. Mais nous allons nous assurer qu'il ne puisse plus le faire à quiconque. Cette nuit-là, Brad organisa une réunion. En plus de Hoyt et Carmine, il invita Andreas Müller et 2 autres personnes, Brett Ramos, un comptable forensique qui avait travaillé sur les projets de Brad, et Emilia. Sa femme arriva en dernier. Paraissant épuisée, elle avait perdu du poids la semaine passée. Son élégance habituelle remplacée par des yeux creux et des mains nerveuses. « Pourquoi suis-je ici ?» demanda-t-elle. « Parce que tu fais partie de ça, » dit Brad. « Et parce que tu as des informations dont nous avons besoin. » Brad exposa tout ce qu'ils avaient découvert. Le pattern de Giovanni, ses victimes, ses schémas. Emilia écouta, pâlissant à chaque révélation. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle. « Je pensais que c'était juste une stupide aventure. Je ne savais pas qu'il était ça. Mais tu le connais, » dit Brad. « Tu as passé du temps avec lui. Tu sais comment il pense, comment il opère. Il était charmant, tout le monde l'aimait. Il avait cette façon de te faire sentir spécial. Vu, et il était intelligent, toujours 10 étapes en avance. Emilia rencontra les yeux de Brad. Il a probablement planifié notre aventure, m'utiliser pour me rapprocher de toi, apprendre sur tes finances. Ta vie, je n'étais pas une erreur pour lui. J'étais de la recherche. » La pièce devint silencieuse. Brad ressentit de la rage et de la pitié se battant dans sa poitrine. Son mariage était probablement fini. Mais Emilia était une victime aussi, juste une autre pion dans le jeu de Giovanni. « Peux-tu nous aider ?» demanda-t-il. « Comment ?»« Contacte-le. Dis-lui que je considère payer. Organise une réunion. Nous avons besoin qu'il pense qu'il gagne. » Emilia hocha la tête. « Je peux faire ça ?» Emilia passa l'appel le lendemain matin avec Carmine enregistrant. Giovanni répondit à la 2e sonnerie. Sa voix lisse comme de l'huile. « Emilia. » Quelle surprise. Brad veut se rencontrer pour discuter des termes « homme intelligent ». Où et quand? Il suggéra l'hôtel Riverfront demain à midi. Le restaurant, endroit public. Il ne te fait pas confiance. Giovanni rit. Bien, dis-lui d'apporter un chèque de banque. 1720 000 € comme convenu. La voix d'Emilia resta stable. Il sera là. Après avoir raccroché, elle regarda Brad. Il est confiant. Trop confiant. Bien. Les gens confiants font des erreurs. Mais Brad ne comptait pas sur les erreurs de Giovanni. Il les fabriquait. Brett Ramos avait fouillé dans les finances de Giovanni avec la précision d'un chirurgien. Ce qu'il trouva était accablant. 6 sociétés écrans, 3 comptes offshore, blanchiment d'argent à travers de faux investissements. Giovanni avait été prudent, mais pas parfait. Chaque transaction laissait une empreinte digitale, et Brett suivait la piste comme des miettes de pain. Il volait son propre MLM, expliqua Brett, montrant des tableurs à Brad, écrémant le haut, le cachant dans ses comptes. Ses investisseurs financent son style de vie. Si nous rapportons ça au FBI, ils gèleront tout. Il sera fauché du jour au lendemain? Pas encore, dit Brad. Nous avons besoin qu'il soit désespéré, pas arrêté. Andreas travaillait à un autre angle. Traquant les autres enfants de Giovanni, Valeria n'était peut-être pas la fille de Brad, mais elle était définitivement celle de Giovanni. Un test ADN le confirma, ce qui signifiait que Giovanni avait des obligations légales, pension alimentaire, paiement en retard, potentiellement droit d'héritage. Si la succession de Shelley dépose contre lui, il est responsable de 17 ans de soutien, expliqua Andreas. Ça fait des centaines de milliers, peut-être des millions, avec intérêt. Pouvons-nous faire ça arriver? Valeria aura 18 ans dans 8 mois. Si elle dépose pour émancipation et soutien en retard avant ça, avec les journaux de Shelley comme preuve de l'abandon de Giovanni, Andreas sourit sombrement. Il serait crucifié en cour de famille. Brad regarda Valeria, qui écoutait attentivement. « Es-tu prête à faire ça? Est-ce que ça lui fera mal? » « Oui. Alors j'en suis... » Hoyt coordonnait avec les autres victimes de Giovanni. Alison Robertson avait initialement été terrifiée de parler. Mais quand elle apprit que d'autres avaient été blessés, sa peur se transforma en fureur. Frankie Trujillo voulait du sang. Benito Rubio était prête à témoigner. Ensemble, elles représentaient plus de 3 440 000 € en fraude. Sans compter les dommages émotionnels. Nous déposons un recours collectif, proposa Hoyt. Poursuite civile. Charge criminelle en attente. Même si Giovanni évite la prison, il sera financièrement détruit. Qu'en est-il de Kelly? Demanda Brad. Sa femme? Carmine sortit un dossier. Kelly Hudson, 52 ans, ancienne agente immobilière, a rencontré Giovanni il y a 10 ans, devenu son complice. Elle recrute les victimes, joue l'amie sympathique.
puis aide Giovanni à les isoler. Il montra des photos de surveillance. Kelly dans un café, riant avec une jeune femme. Elle est actuellement en train de préparer quelqu'un de nouveau. Une fille nommée Gail Chong vient d'hériter d'argent de la succession de ses parents. Les mains de Brad se serrèrent et « Nous devons la prévenir. » Déjà fait, je l'ai approchée hier. Lui ai montré les preuves. Elle a déposé un rapport de police ce matin. Kelly ne le sait pas encore. Tout se mettait en place. Mais Brad voulait plus que la destruction financière de Giovanni. Il voulait qu'il soit exposé, humilié, dépouillé de tout ce sur quoi il avait construit sa vie. La nuit avant la réunion, Brad ne pouvait pas dormir. Il se tenait dans son bureau à la maison, regardant des plans d'un centre communautaire qu'il concevait, un projet destiné à aider les familles en difficulté. Ironiquement, son téléphone vibra, un texto d'un numéro inconnu. « Tu fais une erreur, Brad, paie-moi et pars. Pousse-moi et je détruirai tout ce que tu aimes. Je l'ai fait avant, je le ferai encore. Giovanni. » Le menaçant, Brad répondit par texto. « À demain, à l'hôtel Riverfront. » Brad arriva tôt. Le restaurant était haut de gamme. Plein de déjeuners d'affaires et de conversations étouffées. Hoyt était assis à une table proche. Prétendant travailler sur son ordinateur portable, Carmine était dans une vanne dehors, surveillant tout à travers des caméras et micros cachés que Brad portait sous sa chemise. Giovanni arriva exactement à l'heure, habillé d'un costume coûteux, dégageant un faux charme. Kelly était avec lui, jouant le rôle de l'épouse innocente. Crac! Giovanni tendit la main. Brad ne la prit pas. « Finissons-en !» Ils s'assirent. Un serveur apporta des menus. Giovanni commanda le vin le plus cher comme s'il célébrait. « Tu as fait le bon choix. » dit Giovanni. De cette façon, personne ne se blessait. Valeria disparaît en Californie. Tu gardes ta réputation. Emilia garde ses secrets. Il sourit à Brad. Gagnant-gagnant. Sauf que je ne te paie rien. Le sourire de Giovanni se figea. « Pardon. J'ai dit non, en fait. Je suis ici pour te dire que tout ce que tu as construit est sur le point de s'effondrer. » Brad se pencha en avant. « Je sais pour Allison, Frankie, Benita. Je sais pour ton arnaque MLM, tes sociétés écrans, tes comptes offshore. Je sais pour le PDG Tech de Seattle que t'as extorqué. Et je sais que Valeria est ta fille, pas la mienne. » Le visage de Kelly pâlit. Le sourire de Giovanni devint prédateur. « Tu ne peux prouver rien de tout ça. En fait, je peux... Le test ADN confirme que Valeria est la tienne. Les journaux de Shelley prouvent que tu l'as manipulée. Les dossiers financiers prouvent la fraude. Les témoignages des victimes prouvent un pattern. Et demain matin, le FBI reçoit tout. Tu bluffes. Suis-je » Brad sortit son téléphone, montra à Giovanni une photo, une capture d'écran d'une entrée de journal de Shelley. Ton écriture, tes empreintes partout sur ce schéma. Giovanni se leva abruptement. Tu n'as pas idée à qui tu as affaire. En fait, si, tu es un escroc, un père absent et un lâche qui s'en prend aux gens vulnérables. Mais le plus important, tu es prévisible. Tu pensais que je serais trop effrayé ou trop fier pour riposter. Tu avais tort. Kelly attrapa le bras de Giovanni. Nous devons partir. Mais Giovanni fixait Brad avec une pure haine. Je te ruinerai. Tu essaieras. Mais vois-tu, Giovanni, la différence entre nous, c'est que j'ai vraiment construit quelque chose. Toi, tu voles et mens. Et quand les gens réalisent ce que tu es vraiment, ils se retourneront contre toi si vite que tu ne sauras pas ce qui t'a frappé. La sécurité approchait déjà. Hoyt les avait signalés. Giovanni et Kelly furent escortés dehors, Giovanni hurlant des menaces tout du long. Brad s'adossa, expirant. Dans son oreille, la voix de Carmine crépita. « J'ai tout sur bande. C'est l'aveu du schéma. Des menaces, tout ce dont nous avons besoin. »« Bien, » dit Brad doucement. « Maintenant, nous finissons ça. Chapitre 6. Le plan de l'architecte. » Les 72 heures suivantes furent une symphonie soigneusement orchestrée de destruction. D'abord, Brett Ramos déposa des rapports au FBI et à la CEU, fournissant des preuves des crimes financiers de Giovanni lundi matin. Des agents fédéraux raidèrent le bureau et la maison de Giovanni, saisissant ordinateurs, documents, et gelant ses comptes, le regard sur le visage de Giovanni quand les agents le menottèrent, capturé par les caméras de nouvelles, parce que Brad avait averti les médias, était priceless. Deuxièmement, Hoyt déposa le recours collectif au nom des victimes de Giovanni. Cette femme, pour des millions d'euros en dommages et une montagne de preuves. Le procès fit les gros titres. Consultant local accusé de réseau de fraude multi-État. Troisièmement,
Valeria déposa pour émancipation et pension alimentaire en retard. Avec la succession de Shelley comme plaignante, le juge de la cour de famille, voyant les preuves d'abandon et de manipulation, était furieux. Elle ordonna à Giovanni de payer 17 ans de soutien en retard plus intérêts, un total de 681.000 €, quand ses comptes étaient déjà gelés. Quatrièmement, et c'était le préféré personnel de Brad, Andreas fit fuiter les résultats ADN à la famille de Giovanni. Les enfants de Kelly n'étaient bien sûr pas les siens, mais on leur avait dit qu'ils l'étaient. Quand ils apprirent que Giovanni n'était pas leur père, que toute leur famille était un mensonge, ils se retournèrent contre lui avec la fureur des trahis. Mais le coup de maître de Brad fut l'exposition. Carmine l'avait connecté avec Tabitha Riddle, une journaliste d'investigation du Denver Post spécialisée dans les crimes en col blanc. Brad lui donna tout. Victims, documents. Enregistrement. Toute l'histoire de Giovanni. Elle passa 2 semaines à vérifier et étendre l'histoire. L'article parut en première page. L'homme qui volait des vies. La décennie de cons de Giovanni Elliott. C'était dévastateur. Interview avec victimes. Photos de faux documents. Breakdown financier de ses schémas. Giovanni fut dépeint exactement comme il était. Un prédateur. Un menteur. Un monstre. En quelques jours, le monde de Giovanni implosa. Sa firme de conseil s'effondra. Ses investisseurs exigèrent des remboursements. Sa ligne descendante MLM le poursuivit. Sa maison fut saisie. Kelly déposa pour divorce et coopéra avec les procureurs en échange d'immunité. Même sa propre mère, contactée pour commentaire, le renia. J'ai toujours su que Giovanni blesserait des gens. Je ne savais juste pas combien. Brad observa tout se dérouler avec une satisfaction froide. Il n'était pas heureux. Le bonheur semblait faux quand tant avait été blessé. Mais il sentait une fureur droite être répandue. La justice, même imparfaite, était servie. Valeria déménagea dans un petit appartement à Denver, payé par un trust que Brad établit pour la succession de Shelley. Elle suivait une thérapie, traitant les mensonges de sa mère et la manipulation de Giovanni, mais elle était forte. Elle s'était inscrite à des cours en ligne, travaillait dans un magasin de fournitures d'art et construisait lentement une vie. « Je ne sais pas comment te remercier », dit-elle à Brad autour d'un café un après-midi. « Tu ne me dois rien, mais tu m'as cru, même quand tu savais que j'avais tort. Tu m'as aidé, tu étais une victime, comme ta mère. Giovanni vous a utilisés toutes les deux. C'est sur lui, pas sur toi. » Valeria sourit tristement. « Maman t'aurait aimé. Le vrai toi, pas ce que Giovanni lui a dit. » Le mariage de Brad, cependant, était fini. Lui et Amelia essayèrent le counseling, mais la confiance était partie. Elle avait menti pendant 17 ans, et Brad ne pouvait la regarder sans voir Giovanni. Ils acceptèrent de divorcer discrètement. Pas de drame, un partage équitable des actifs. Respect mutuel pour ce qu'ils avaient eu autrefois. « Je suis désolée », dit Amelia le jour où elle déménagea. « Pour tout, pour avoir menti, pour l'aventure, pour l'avoir amené dans nos vies à ce stick. Je sais que tu l'es. Penses-tu, un jour, que tu pourrais me pardonner ?» Brad réfléchit. « Peut-être, mais pas aujourd'hui, et probablement pas avant longtemps. » Elle hocha la tête, des larmes coulant. « Au revoir, Brad. » Au revoir. Et Hoyt aida Brad avec les papiers du divorce, puis l'emmena boire. « Tu l'as fait ?» dit Hoyt, levant son verre. « Tu as abattu un monstre. Nous l'avons abattu. Tous. Mais tu l'as orchestré. Tu as gardé la tête, joué le long jeu, et gagné. Ça ne ressemble pas à une victoire, admet Brad. Mon mariage est fini, une femme est morte. Valeria a perdu sa mère et appris que toute sa vie était un mensonge. Mais Giovanni Elliott est fini. Il fait face à des charges fédérales. Fillette, poursuite civile, et sa réputation est détruite. Il passera la prochaine décennie à combattre des batailles légales, et même s'il évite la prison, il ne blessera plus jamais quiconque. Hoyt fit teinter son verre contre celui de Brad. C'est une victoire. Mon ami, c'est la justice. Chapitre 7. Le piège se referme. 3 mois après l'arrestation de Giovanni, Brad reçut un appel d'un numéro bloqué, contre son meilleur jugement. Il répondit « Tu penses savoir gagner ?» La voix de Giovanni était rauque. « Désespéré, tu n'as pas. Je trouverai une sortie. Je le fais toujours. Le FBI t'a sur 12 chefs de fraude. La SEC enquête. Tu fais face à des poursuites civiles totalisant plus de 5 160 000 lots. Tes actifs sont gelés. Ta réputation détruite. Mais attends, Giovanni, je sais des choses sur toi. Sur Emilia, sur ton business. Je te détruirai.
Tu as déjà essayé. Ça n'a pas marché. La voix de Brad était glace. Voice, c'est ton problème. Tu penses que tout le monde opère comme toi, avec des secrets et mensonges et manipulations. Mais je suis propre, Giovanni. Mon business est légitime. Ma réputation gagnée. Tu n'as rien sur moi parce qu'il n'y a rien à trouver. Alors j'inventerai quelque chose. Je suis bon à ça. Vas-y. Qui te croira, l'escroc condamné. L'homme qui a abandonné sa fille et extorqué des innocents. Tu es poison, Giovanni. Personne ne te touchera. Il y eut un long silence. Puis tu as détruit ma vie. Non, tu as détruit ta vie. Je t'ai juste forcé à y faire face. Brad s'arrêta. Voici la différence entre nous. Je construis des choses. Bâtiment. Relations. Confiance. Toi, tu démolis. Et à la fin, les bâtisseurs gagnent toujours sur les destructeurs. Je te verrai en enfer. Harding. Peut-être. Mais tu y arriveras en premier. Brad raccrocha. Ses mains étaient stables. Sa conscience claire. Le procès commença en novembre. Brad y assista chaque jour, assis dans la galerie avec Valeria, Hoyt et plusieurs victimes de Giovanni. L'accusation était brutale. Ils avaient des enregistrements, documents, témoignages de dizaines de personnes. L'avocat de Giovanni essaya de le peindre comme un entrepreneur incompris, mais c'était risible. Les preuves étaient trop accablantes. Kelly témoigna contre lui, décrivant comment Giovanni l'avait recruté, lui avait enseigné ses méthodes et promis qu'ils seraient riches ensemble. Il disait que nous étions inarrêtables, dit-elle au jury, que les gens étaient stupides et méritaient d'être escroqués. Il n'avait pas d'empathie, pas de remords, il aimait blesser les gens. Quand Valeria monta à la barre, Brad observa Giovanni attentivement. L'homme ne montra rien. Pas de honte, pas de reconnaissance, pas d'émotion, même face au témoignage de sa fille sur grandir son père, sur la mort de sa mère, sur les mensonges. Giovanni resta Freud. C'est un psychopathe, murmura Andreas à Brad. Cliniquement, pas d'empathie, pas de conscience. Le jury délibéra pendant 4 heures, coupable sur tous les chefs. Le visage de Giovanni resta impassible, mais ses mains serrèrent la table. Le juge programma la sentence pour 2 semaines plus tard, dehors le palais de justice. Les reporters affluèrent. Brad fit une brève déclaration. La justice a été rendue. J'espère que cela apporte la paix aux nombreuses victimes de Giovanni Elliott et l'empêche de blesser quiconque d'autre. C'est tout ce que j'ai à dire. Tabitha Riddle le rattrapa. Brad, puis-je demander, qu'est-ce qui suit pour vous? Retour au travail. Retour à la construction. C'est ce que je fais. Et Valeria? Brad jeta un coup d'œil à la fille, qui parlait avec des avocats des victimes. Elle trouve son chemin. Elle est forte. Elle ira bien. Une question de plus. Regrettez-vous quoi que ce soit? L'enquête, l'exposition, la façon dont vous avez poursuivi Giovanni? Brad réfléchit. Non, il a blessé des gens pendant des décennies sans conséquence. Quelqu'un devait l'arrêter. Je suis juste content d'avoir pu aider cette nuit-là. Brad s'assit dans sa maison vide, trop grande maintenant, sans Amelia, trop silencieuse, mais il ne se sentait pas seul. Il se sentait plus léger, comme s'il avait porté un poids et l'avait enfin posé. Son téléphone vibra. Un texto de Valeria. Merci pour tout, pour m'avoir cru, pour avoir combattu pour maman, pour m'avoir montré ce qu'est l'intégrité. Tu n'es pas mon père, mais tu es la meilleure figure paternelle que j'ai jamais eue. Brad sourit. Peut-être n'avait-il pas tout perdu, peut-être avait-il gagné quelque chose. Aussi, chapitre 8. Cendres et conséquences. Le jour de la sentence arriva froid et gris. La salle d'audience était bondée, victimes, journalistes, curieux. Giovanni se tenait devant le juge en combinaison orange, son charme complètement évaporé. Il paraissait petit, vaincu, ordinaire. La juge Carol Myers était connue pour des sentences dures, surtout dans les cas de fraude. Elle avait lu chaque déclaration de victime, chaque pièce de preuve, et son expression était de granit. « Monsieur Elliott, commença-t-elle, j'ai présidé de nombreux cas de fraude en mes 30 ans sur le banc, mais rarement ai-je vu une cruauté si calculée. Une destruction systématique de confiance et de vie. Tu n'as pas juste volé de l'argent, tu as volé l'espoir, la dignité et des années à tes victimes. » L'avocat de Giovanni essaya d'intervenir. La juge le coupa. Tu as manipulé une femme mourante pour croire un mensonge, utilisé sa fille comme pion, et tenté d'extorquer des millions à un homme innocent. Tu as abandonné ton propre enfant et ressenti aucun remords. Tu es, tout simplement, un danger pour la société. Elle le condamna à 23 ans en prison fédérale sur les charges de fraude.
plus restitution de 5 160 000 €. Les poursuites civiles étaient séparées. Celle-là le ruinerait pour la vie. Giovanni ne montra aucune réaction. Il fut emmené menotté, et Brad ne ressentit rien. Pas de triomphe, pas de satisfaction. Juste du soulagement que c'était fini. Kelly reçut 5 ans de probation pour sa coopération. Elle avait tout perdu aussi. Sa maison, ses économies, sa crédibilité. Elle se tenait dehors le palais de justice, pleurant, suppliant le pardon des victimes qu'elle avait aidé à cibler. La plupart passèrent devant elle. Quelques-unes s'arrêtèrent pour cracher des mots de dégoût. Brad ne s'arrêta pas. Il n'avait rien à lui dire. Les poursuites civiles se réglèrent sur les 6 mois suivants. Les actifs de Giovanni, ce qui restait, furent liquidés et distribués aux victimes. Ça ne couvrirait pas leurs pertes, mais c'était quelque chose. Brett Ramos aida plusieurs victimes à récupérer des fonds de sociétés écrans et comptes offshore. Chaque centime trouvé était une petite victoire. Le cabinet de Brad prospéra. La publicité autour du cas avait été intense, mais elle le peignait comme une victime qui avait riposté intelligemment et éthiquement. De nouveaux clients le cherchèrent. Impressionné par son intégrité, il embaucha 3 nouveaux architectes, s'étendit dans des projets commerciaux et donna à des organisations aidant les victimes de fraude. Il établit aussi la fondation Shelley Mahoney, financée avec de l'argent de son règlement de divorce. Elle fournissait aide légale et conseils financiers aux femmes ciblées par des escrocs. Valeria aidait à la gérer, transformant sa douleur en but. Emilia déménagea à Seattle, démarra un nouveau cabinet de design et envoya à Brad des emails occasionnels. Toujours professionnels, parfois nostalgiques, il répondait poliment mais distamment. Leur mariage était vraiment fini, mais la colère s'était estompée en tristesse. Puis en acceptation, elle avait été une victime aussi. À sa façon, juste une qui avait fait de terribles choix. Brad recommença à sortir. Rien de sérieux, juste des dîners et films et conversations. Ça semblait étrange au début, comme réapprendre à marcher, mais progressivement. Il se rappela qui il était en dehors de son mariage. Un homme qui aimait l'architecture, la musique jazz, la randonnée, le bon whisky et la conversation honnête. Un homme qui avait été testé émerger plus fort. Hoyt resta son ami le plus proche. Toujours prêt avec des conseils légaux ou une bière, Andreas devint un partenaire de golf. Carmine Winters prit pleinement sa retraite mais envoya à Brad une carte de Noël. « Tu étais un bon client, honnête, intelligent, et tu n'as pas flanché. Ce sont des qualités rares si tu as besoin de moi à nouveau. » Appelle. Brad espérait ne jamais avoir besoin d'appeler. Un soir, 6 mois après la sentence, Brad travaillait tard à son bureau quand Valeria frappa à sa porte. Elle avait coupé ses cheveux courts, les avait teints en bleu et paraissait plus confiante que la fille terrifiée à l'aéroport. « Hey !» dit-elle. « As-tu une minute ?»« Toujours. » Elle s'assit en face de son bureau, de la même façon que d'innombrables clients. Mais ça semblait différent, plus personnel. « Je quitte Denver », annonça-t-elle. « Acceptée à l'école d'art à New York. Bourse complète. » Brad sourit sincèrement. « C'est incroyable. Valeria, félicitations. Je n'aurais pas postulé sans toi. Tu m'as montré que je n'ai pas à être défini par ce qui s'est passé, que je peux construire ma propre vie, ma propre identité. » Elle s'arrêta. Je voulais dire merci. Pas juste pour avoir arrêté Giovanni, mais pour m'avoir traité comme une personne, pour ne pas avoir abandonné sur moi. Même quand j'étais parti du mensonge, tu n'étais jamais parti du mensonge. Tu en étais une victime. Pourtant, tu n'avais pas à m'aider. Tu aurais pu partir, laisser les services de protection de l'enfance s'en occuper, te concentrer sur ta propre vie, mais tu ne l'as pas fait. Tu as combattu pour moi et pour maman, même si tu ne nous devais rien. La voix de Valeria se brisa. C'est ce qu'un vrai père ferait. Brad contourna le bureau, la serra dans ses bras. Ta mère t'aimait, malgré tout ce que Giovanni a fait, malgré les mensonges. Elle voulait le meilleur pour toi. Honore-la en vivant une bonne vie. Valeria, en étant honnête, gentille et forte. C'est la meilleure revanche contre Giovanni. Montrer que tu es monté au-dessus de son poison, je le ferai. Valeria essuya ses yeux. Restes-tu en contact? Bien sûr. Envoie-moi ton adresse à New York. Je visiterai, t'emmènerai dîner, t'ennuierai avec des discussions d'architecture. Elle rit. J'aime ça. Ils parlèrent 1 heure de plus. Sur ses plans, ses rêves. Le garçon qu'elle voyait, qui la traitait bien. Brad écouta, offrit des conseils quand demandé, et ressentit quelque chose de paternel et fier. Il n'était pas son père, ne le serait jamais, mais il avait aidé à la sauver.
et ça comptait pour quelque chose. Chapitre 9. Construire à nouveau. 2 ans après cet appel de l'aéroport, Brad se tenait devant le centre communautaire Shelly Mahoney. Un bâtiment de 3 étages avec des murs de verre, des espaces verts et des salles dédiées au soutien des familles en crise. Ça avait été son projet passion, conçu personnellement et financé en partie par son cabinet. Valeria coupa le ruban, ses cheveux bleus maintenant violets, son sourire radieux. Elle avait gradué l'école d'art tôt, vendait déjà des pièces dans des galeries de New York et était devenue une avocate pour les victimes de fraude. Elle donna un discours sur sa mère, sur la vérité, sur la résilience. « Ma maman a fait des erreurs », dit Valeria à la foule. Elle a fait confiance à la mauvaise personne, crut des mensonges qui semblaient vérité, mais elle m'aimait, et elle a fait de son mieux. Ce centre honore sa mémoire et aide d'autres familles à éviter les pièges dans lesquels elle est tombée. C'est la preuve que de l'obscurité, nous pouvons construire la lumière. Brad observa de la foule. Hoyt à ses côtés, son ami le poussa. « Tu as bien fait. »« Mec, nous avons tous bien fait. »« Ouais, mais tu es l'architecte. » Littéralement et figurativement, Hoyt fit un geste vers le bâtiment. « Tu as construit ça. Après tout, la trahison, le divorce, le combat, tu as construit quelque chose de beau. » Brad sourit. C'est ce que font les architectes. Après la cérémonie, Brad marcha à travers le centre, salles de counseling, bureau d'aide légale, espace de planification financière, même une garderie pour parents seuls. Chaque détail avait été soigneusement considéré. C'était son leg, plus que n'importe quel bâtiment commercial ou maison chic. Son téléphone sonna, numéro inconnu. Il faillit ne pas répondre, puis la curiosité gagna. « Brad Harding ?»« Monsieur Harding. Ici le directeur Mills de FCI Englewood. Giovanni Elliott a demandé à vous parler. Ce serait un appel téléphonique, supervisé, entièrement volontaire de votre part. » Le premier instinct de Brad fut de refuser. Puis il y pensa. 2 ans. Il avait avancé, construit une nouvelle vie, trouvé la paix. Giovanni pourrissait en prison, oublié de tous ceux qui l'avaient blessé. Je prendrai l'appel. 2 jours plus tard, Brad s'assit dans son bureau, téléphone sur haut-parleur. Hoyt écoutant à côté. « Brad !» La voix de Giovanni était différente. Creuse, vieilleuse. La prison n'avait pas été gentille. « Giovanni, j'entends que tu as construit un centre communautaire. Laisse nommer d'après Shelly. Je l'ai fait. C'est bien. Elle méritait mieux que moi. » Brad ne dit rien. « Je n'appelle pas pour m'excuser. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Mais je voulais que tu saches. » Giovanni s'arrêta. « Tu as gagné. Complètement. Je n'ai rien. Pas d'argent, pas de respect, pas d'avenir. Et tu avais raison. J'ai détruit ma propre vie. Tu m'as juste forcé à y faire face. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que dans 21 ans, je sortirai. J'aurai 70 ans. Brisé, vieux, oublié. Et toi, tu seras encore là, à construire des choses, à bien vivre. Je voulais que tu saches que je comprends ça maintenant. Que les bâtisseurs gagnent. Que j'ai gaspillé ma vie à démolir ce que j'aurais dû créer. Brad se pencha en avant. Giovanni, je ne te pardonne pas. Les femmes que tu as blessées, les familles que tu as détruites, ça ne peut pas être pardonné. Mais j'espère que tu passes ces années-là à comprendre pourquoi tu as échoué. Pas juste parce que tu t'es fait prendre, mais parce que la cruauté et les mensonges s'effondrent toujours éventuellement. Ils n'ont pas de fondation. Je sais, le sais-tu? Parce que de là où je suis assis, tu joues encore la victime. Tu n'es pas désolé d'avoir blessé des gens. Tu es désolé d'avoir perdu. Silence. Puis, doucement. Tu as raison. Je suis un monstre. Je l'ai toujours été. Alors utilise ces années pour comprendre pourquoi. Et peut-être, juste peut-être, quand tu sortiras, tu en seras moins... Brad raccrocha. Il ne ressentit pas de satisfaction ou de pitié. Il ressentit la clôture. Hoyt expira. C'était intense. Ça devait l'être. Penses-tu qu'il changera? Non. Les hommes comme Giovanni ne changent pas. Il manque juste de victimes. Brad se leva, regarda par la fenêtre de son bureau sur l'horizon de Denver. Mais ce n'est plus mon problème. Il est fini, et j'ai des bâtiments à concevoir. Ce soir-là, Brad dîna avec une femme nommée Ray Harper, une architecte paysagiste qu'il avait rencontrée à une conférence. Elle était intelligente, drôle, avait sa propre entreprise réussie, et faisait rire Brad de façon qu'il avait oublié. Il n'était pas sérieux encore, mais il construisait vers quelque chose, peut-être un avenir, peut-être juste une bonne amitié. De toute façon, ça semblait juste. En rentrant chez lui cette nuit,
Brad pensa aux 2 années passées, la trahison, le combat, la victoire, la reconstruction. Il avait perdu un mariage, mais gagné de la clarté. Il avait affronté un monstre en nain, il avait aidé une fille à se trouver et construit un centre qui aiderait des centaines d'autres. Il n'était pas le même homme qui avait répondu à cet appel de l'aéroport. Il était plus dur à certains égards, plus prudent sur la confiance, mais il était aussi plus confiant, plus déterminé, plus lui-même. Le téléphone sonna, Valeria, appelant de New York. « Hey !» Sa voix s'était excitée. « Je viens de vendre une pièce à un collectionneur majeur. Ça s'appelle « Construire des cendres ». C'est sur maman, sur toi, sur la survie. C'est incroyable. Valeria, je veux que tu aies la première impression. Je l'expédie demain. J'en serai honoré. Bravo. Ouais. Merci. Pour tout. Pour être l'homme que Giovanni prétendait être. Pour me montrer que les bonnes personnes existent et qu'elles gagnent. Brad sourit. Les bonnes personnes ne gagnent pas toujours. Valeria. Mais nous continuons à construire quand même. C'est ce qui nous rend bons. Après qu'ils eurent raccroché, Brad s'assit dans sa voiture un moment, regardant sa maison, plus petite maintenant, plus simple la sienne, à travers la fenêtre. Il pouvait voir sa table à dessin, couverte de croquis pour un nouveau projet, une bibliothèque cette fois, pour enfants défavorisés. Il avait perdu et gagné, était brisé et reconstruit. Mais il tenait encore debout, créait encore, avançait encore. Giovanni Elliott était en prison, son empire en cendres, son nom synonyme de fraude et de cruauté. Kelly Hudson travaillait un emploi au salaire minimum au Kansas, reconstruisant de rien. Emilia était à Seattle, vivant discrètement avec ses regrets, et Brad. Brad était libre. Il sortit de la voiture, entra dans sa maison, se versa un scotch, et commença à dessiner. La bibliothèque aurait de grandes fenêtres, décida-t-il. Beaucoup de lumière. Les enfants ont besoin de lumière pour apprendre, grandir, rêver, dehors. Denver scintillait sous un ciel nocturne clair. Les montagnes se tenaient éternelles au loin, et dans un petit bureau surplombant la ville, un architecte construisait son prochain chef-d'œuvre. Pas juste d'acier et de verre, mais d'espoir et de résilience, et la croyance inébranlable que les bons hommes, quand testés, peuvent s'élever plus haut que leurs ennemis ne tombent jamais. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps précieux. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez sur l'écran et je vous verrai là-bas.